Chers petits observateurs, secret de design, il y a un secret de design qui donne le sourire derrière mon masque, parce qu'on est chez Philippe Nimette, monsieur design, ministre du design de POA, et qui nous reçoit chez lui dans son bureau, son magnifique bureau, pour cette voiture, l'Audi A3, l'une des toutes premières en France. Merci Philippe le Premier ministre, de nous accueillir chez toi. Ravi de te voir. Et pour un morceau d'importance, c'est qui moi me fait plutôt plaisir. Une Audi avec le Premier ministre, je suis très flatté. On va le faire presque comme l'émission du mercredi. Est-ce que tout à coup tu as un détail qui te séduit particulièrement ? Et puis après on rentrera évidemment dans des considérations plus générales. C'est le flanc. Moi je regarde les reflets, le flanc, les côtés de la voiture. Je découvre la voiture là aujourd'hui. Et en fait c'est Z. C'est inédit pour une Audi. Bon, il y a quelque chose de S3, de RS6. Mais c'est génial qu'Audi ait quitté ce langage formel assez relativement plat et ces lignes, ces doubles lignes, ces triples lignes pour concevoir un tout nouveau design et un tout nouveau langage formel. Ce langage presque sculpté sur les flancs, pour une voiture comme ça compacte, c'est quelque chose d'assez rare en fait, c'est plutôt inédit. Oui, c'est inédit parce que sur une voiture compacte, il n'y a pas énormément de latitude. Autant une supercar, autant une grosse berline, il y a un petit peu plus. Elle peut faire 2 cm de plus en largeur ou en hauteur. Ici, c'est très contraint. C'est la même plateforme, la plateforme commune à la Golf 8 notamment. Donc, il y a relativement peu en termes de la largeur des voies, l'empattement. On ne peut pas changer énormément, même si c'est une plateforme flexible. Donc, le fait d'avoir creusé et on le voit, hein, c'est ça qui est impressionnant, parce que finalement, de creuser autant, quelque part, il faut compenser. On ne peut pas se permettre de perdre de l'habitabilité. Le consommateur sur ce type de voiture regarde l'habitabilité et qui est d'ailleurs, me semble, un tout petit peu en hausse par rapport à la précédente génération. Donc cette espèce de compromis de à la fois avoir des flancs sculptés, c'est bien, mais ça prend de la place en termes de volume. Et si on regarde, c'est plusieurs centimètres. Donc c'est ce défi d'effectivement de concevoir cette sculpture tout en ayant assez de place pour la fenêtre, pour les renforts, pour les airbags, etc. etc. C'est ça la problématique. Donc généralement, il n'y a pas beaucoup de latitude dans la sculpture sur une voiture de ce type. Donc tu es en train de nous dire que c'est un gros et beau travail. Moi j'aime beaucoup parce que Audi c'est Vorsprung durch Technik, l'avancée par la technologie. Et une Audi, elle doit, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, peu importe ce que vous faites, une Audi, ça doit suinter la technologie. Une Audi, ça doit suinter le Quattro. Celle-ci n'est pas Quattro, ça n'a aucune espèce d'importance. Le design formel d'Audi, depuis le concept Avus, et ensuite la première génération de TT, et puis toutes les voitures, c'est une voiture posée sur ses 4 roues. Elle suggère 4 roues motrices, même si elles ne sont pas, ça n'a aucune espèce d'importance, par ces gros arches de roues. Mais c'est surtout en fait ce traitement et ce Z qu'on voit en fait là avec les reflets à l'avant, à l'arrière, qui donne du muscle et qui écarte les roues. Donc ça, c'est la première chose pour moi en tant que designer. D'autant plus impressionnant que c'est la version d'entrée de gamme qu'on a. Absolument. La deuxième chose, et peut-être c'est la chose la plus fondamentale à laquelle on ne pense pas forcément, le premier travail du designer, ce sont les justes proportions. Donc cette voiture, si on parle de la calandre un petit peu avant, un petit peu plus tard, en fait, le fait que visuellement, on élargit la calandre, c'est simplement l'illusion de proportion. Et le fait de ces éléments graphiques qui sont absolument essentiels sur une voiture, amplifie effectivement le fait. J'avais lu que la calandre était basse, effectivement, elle est super basse. Et je t'ai vu tout à l'heure manœuvrer la voiture, et c'est la réflexion, c'est un petit peu l'idée de, tu vois cette voiture dans le rétroviseur, ça l'élargit. Il y a un travail également qui a été fait sur le flanc, la voiture est plus sportive, elle est un chouïa plus basse, elle est... Tu as raison. Elle est un chouïa plus basse. Et elle penche un peu vers l'avant. Et ça lui donne en fait toute la balance, tout l'équilibre que les designers, ils travaillent en volume bien évidemment. Là c'est magnifique le reflet d'ici, là avec la lumière, le reflet de l'aile avant. Moi, à nouveau, je le découvre. Et il y a un travail de sculpture qui est absolument admirable. Je n'étais pas forcément fan de certains derniers modèles Audi, notamment la 6, notamment le dernier Q7. Je trouvais un petit peu répétitif toutes ces lignes. C'était un petit peu... Très, très humblement, je dis ça. Non, mais c'est important. T'es pas le ministre du design POA pour rien. Et là, moi je suis vraiment séduit. Ce que je dis souvent à des étudiants,
nouveau, c'est pas pour flatter Audi, ça sera sans doute la même chose ou très proche chez Mercedes ou chez BMW. Lorsque chez Audi, on sort la 3, elle est programmée en telle année et elle est programmée pour être remplacée en telle année. Entre-temps, la 6 va être remplacée, la 4, la 8, et ils ne se trompent pas. Donc, c'est-à-dire que dans un... L'agenda est aussi sérieux que ça. Oui, parce que les voitures se vendent comme prévu. Le problème d'une certaine Citroën C6, d'une certaine Peugeot 607, d'une certaine Velsatis, c'est qu'elles se sont mal vendues. Donc il a fallu les garder sur la ligne de production. C'est ce que Lorenz van den Acker m'expliquait il y a quelques années, le chef designer de Renault. Il regarde quand il est arrivé en 2009 chez Renault. Et d'essayer de prolonger il y a des voitures en fait qui ont été conçues en 12 ans, entre la plus vieille et la plus récente. Et chez Audi, ou chez un constructeur où les voitures se vendent, toute la programmation peut être opérée. Oui, tu peux avoir 10 à 15 ans d'avance, en fait, comme ça. Absolument. On va à l'intérieur ? Oui. Parce que là aussi, il se passe des choses. Il y a, depuis quelque temps, il y a moins d'arrondis et il y a beaucoup plus d'angles. Non, depuis plusieurs années, effectivement, il y a un travail tout à fait impressionnant sur la partie compteur de vitesse, et je ne connais pas leur terme de comment dirais-je, le combiné d'instruments, le combiné d'instruments, et ils ont vraiment marqué une longueur d'avance. En termes ou en parallèle de tes premières impressions, ce qui est très marquant, c'est ça. C'est ses oreilles, ses aérateurs. Et, très haut. Moi, en les voyant en photo, j'ai un peu réagi. Je me suis dit, tiens... C'est très haut, mais surtout, ce que les designers ont cherché à faire, c'est vraiment avoir deux espaces, deux ambiances. Le passager et le cockpit. Mais avec ces angles vifs qui a ce côté un petit peu racing, entre guillemets. Alors, ces aérateurs intégrés, le fait qu'en fait, ils soient joints par ce truc au milieu, par une visuellement, chromée, visuellement, ça fait quelque chose d'élargi, d'horizontal. Cette partie sert à rien. Mais visuellement, ça donne de l'horizontalité à la planche de bord. On reste en Audi avec la qualité de finition, il faut que le consommateur, l'habitué d'Audi soit pas perturbé. C'est bien sûr de l'avancée en termes d'écran, en termes de taille d'écran. C'est ce juste compromis entre boutons physiques pour la ventilation ou autre et ce qui est commande numérique. Et après, c'est une impression visuelle, formelle. C'est les gens de Faurecia, donc équipementiers automobiles, qui étaient les premiers, me semble-t-il, à réellement parler de qualité perçue. Et le fait, c'est tout bête, sur une boîte à gants, le fait que la démarcation... la fermeture soit cachée, même si l'ajustement, je suis sûr que l'ajustement est très bien fait sur cette voiture, mais ça se voit pas, c'est pas perturbant. On peut regarder sur une voiture des générations, même des Mercedes des années d'il y a 30 ans, mais s'il y a une ligne là, à tous les coups, ça sera pas parfaitement aligné, et ça, c'est de la qualité perçue aussi. Les petites molettes, tout ça c'est travaillé aussi. Quelle résistance ça doit avoir? Est-ce que c'est caoutchouté? Et sur d'autres modèles, est-ce que c'est doux? C'est pas juste, parce que s'il y a un peu de jeu, ça a l'air cheap, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas ici. Mais ce genre de choses, effectivement, tout est analysé. Et apparemment, mais toi qui l'as conduit, tu dois savoir mieux que moi, apparemment, le réglage du volume, c'est pas un truc aussi intuitif que tu tournes comme ça. Apparemment, t'as répondu, ça demande à être apprivoisé. C'est d'une belle simplicité. Tu vois, mais apparemment, c'est pas... Le fait de ne plus avoir cette molette qui a ce retour physique, ça aussi c'est une réflexion. Ces poignées, raconte les poignées, Bon, j'ai pas d'anecdote particulière, mais c'est très rigolo de le voir finalement à l'envers entre guillemets, et ce travail, c'est rien comme tout en plus. Non, c'est rien, mais on va inverser le sens. Hop, et ça c'est marche. rigolo, et puis finalement, à la rigueur, c'est presque plus naturel parce que ta main est là. Enfin, il n'y a pas d'inconvénient de mettre là. Mais non, je le découvre, et c'est assez rigolo. Allez, on va se faire un dernier petit tour. Le fait qu'on ait des feux horizontaux, donc en fait et on le voit bien en détail, on a une lecture, là en fait ça, malgré le fait qu'il y ait des trous entre guillemets, il y a une continuité, donc il y a à la fois une lecture de ces feux posés, larges, et ces trois petites griffes plus agressives.
Tu vois, en Bon, il parlant n'y a pas tu d'échappement. vois forcément Peugeot. Oui, il n'y a pas d'échappement. Ouais. Non, mais c'est intéressant sur les versions. Effectivement, il y a Parce ces... qu'elles vont devenir, tu sais, il va y avoir les versions évidemment plug-in et... Bien sûr, mais du coup, même cette version en moteur thermique, l'échappement est dessous. Et, il est planqué. Ouais. Il est planqué. Donc Alors c'est une évolution intéressante. Ouais, certains disent que ça fait un peu artificiel, évidemment, que c'est pour se la péter. Tu vois, on se met mais de toute façon, depuis des années, les sorties d'échappement grandes comme ça, c'est un petit tube et juste une extension. Non, mais c'est vrai. Donc, alors ça, c'est assez rigolo, cette cassure. Ça, c'est un clin d'œil aux Audi Quattro. Le museau de l'Audi Quattro, c'était... si tu regardes en détail, et ça a été pris sur la 1, mais si tu regardes ce détail avec le capot et puis cette jonction, on aurait pu le faire à Florent. Bien sûr. On aurait pu le faire. SRS, ça sera encore plus... Oui, encore plus marqué. Mais cette espèce de petit décalage. Et ça fait un peu muscle car avec le capot qui est moitié... Enfin, qui est presque ouvert, entrouvert. Ouais. Non, mais c'est assez drôle. Alors le nid d'abeille aussi, ça c'est nouveau sur l'A3, c'était avant, me semble-t-il, réservé au modèle plus haut de gamme. Donc Audi à la fois cherche à bien évidemment intégrer cette nouvelle dans qu'elle sointe l'Audi, mais qu'elle ait sa personnalité. Merci Philippe de ton analyse. On apprend tellement de choses à chaque fois. Avec grand plaisir. Et puis voilà, encore une fois, là, tu as tous les amoureux d'Audi qui doivent applaudir derrière leur écran. Elle a passé l'épreuve de Philippe Nemeth, le ministre du Design de POA, lui a décerné une sorte de légion d'honneur. Il y a plein de non-Audi. Merci à toi, Philippe. Merci pour ce secret design exceptionnel, je pèse mes mots. Et puis à bientôt, il y en aura évidemment d'autres. Philippe, il est toujours le bienvenu.